Ok, ok, la vidéo est un peu en retard cette semaine et ma voix est un peu cassée. Je ne sais pas pourquoi, ça fait 2 3 jours. En tout cas, je m'excuse pour le retard. Je vais essayer de me rattraper en postant un Insomniac Club un peu plus tard dans la semaine, je pense. Enfin, c'est pas vraiment pour me rattraper, mais c'est que j'avais envie de le faire de toute façon. On parle cette semaine, là, vous le voyez, d'un manga, une espèce de petite curiosité que j'ai trouvé en occasion il y a pas longtemps, qui s'appelle Manga of the Dead. Qui est une anthologie. Je crois que c'est la première fois qu'on parle d'une anthologie. C'est-à-dire, c'est un recueil d'histoires courtes par différents auteurs. C'est pas un recueil d'un seul auteur, mais il y a toute une dizaine d'auteurs à peu près qui font tous des histoires sur des zombies. Voilà, thème 1000 fois rebattu. Donc, je vais annoncer direct, c'est un très mauvais manga. C'était vraiment pas bien. Euh, Après, c'est pas bien, mais c'est intéressant. Il y a deux trois trucs à en dire. On va déjà regarder un peu la liste des auteurs qui est derrière. Je vous laisse découvrir ça. Hop là, juste un instant, je le remets droit. Revoilà la liste des auteurs. Euh, Méfiez-vous parce que en plus d'être pas terrible, ce recueil est un peu mensonger dans le sens où, enfin, il n'est pas mensonger, mais c'est que là dans la liste, vous allez voir deux trois noms un petit peu sexy. Je pense à Rei Hiroe, l'auteur de Black Lagoon, un manga dont on n'a jamais parlé, mais que j'aime bien. On en parlera peut-être un de ces quatre. Vous pouvez voir aussi, qu'est-ce qu'on a? On a Hiroaki Samura, l'auteur de L'habitant de l'infini. Et on a Shou Tajima de MPD Psycho qui fait la couverture. MPD Psycho, manga dont on a parlé 1 milliard de fois, qui est un de mes mangas favoris. Je vous le remets en, comment dire, en mémo. Euh, mais Manga of the Dead annonce ces auteurs-là, ce qui n'est pas faux techniquement, sauf que les auteurs les plus connus du recueil, ceux que je viens de citer, ne sont là que le temps d'une illustration. Shou Tajima, il se contente de faire cette couverture. Il n'y a rien d'autre de lui dedans. L'auteur de L'habitant de l'infini, pareil, il n'y a qu'une seule image de lui, qui en plus est un peu une honte, parce que je vais essayer de vous la montrer. Tac, page 100. Page 100, page 100, page 100. Je vais vous montrer cette illustration magnifique. La voilà, qui est une illustration qui ne va pas plaire à YouTube. Je vais cacher ça. Je peux monter la page de droite, mais paradoxalement pas celle de gauche. Qui est une illustration, alors on voit pas très bien, mais qui est vraiment d'une assez mauvaise qualité d'impression. Genre elle est pixelisée, je pense que vous voyez là. Donc c'est vraiment un recueil un peu fait à l'arrache. C'est pas terrible. Il y a beaucoup d'histoires. La plupart, en fait, sont ultra dispensables. Il y en a 8, je crois, des vraies histoires si on met de côté les illustrations. Tac, on va dire un 2 3 4 5 6 7 8. Il y a 8 histoires, donc c'est pas terrible. Elles sont toutes courtes. Le seul intérêt qu'on peut trouver au choix des histoires, c'est qu'ils ont choisi des auteurs quand même qui ont des pattes graphiques relativement intéressantes. Alors il y en a un ou deux qui ont un style de dessin très classique, comme celui-là par exemple. Cette histoire-là qui est de tac tac, qui est de non pas du tout, qui est de Sachiko Ujisu. Non, pas du tout, je dis n'importe quoi. Kino Hitoshi. Kino Hitoshi, auteur de trucs. J'avais regardé un peu ce qu'il avait fait. C'est pas grand chose, c'est que en japonais, en français, il n'y a rien qui a été traduit à part cette courte histoire. Donc voilà, c'est une histoire, là pour le coup, on a un graphisme très classique sur un monde envahi par les zombies avec un frère, sa sœur a été transformée en zombie, vous la voyez là, mais elle reste à peu près contrôlable et c'est devenu une espèce de zombie, tueuse de zombies ultra forte qui se bat avec un sabre, bref. Avec un côté très très fan service, on voit la culotte de la sœur tout le temps. C'est très mauvais. La première histoire est pas trop mal, avec ce graphisme assez particulier, comme vous voyez, très peu classique pour du manga, qui a un graphisme très old school, très années 90, je trouve. Un peu comics indépendant aussi, sur une famille qui garde la grand-mère zombie dans la cave, et la fille adolescente est très en rébellion contre ses parents. Donc je vous laisse imaginer ce qu'elle peut faire dans un monde envahi par les zombies. C'est de Katsuya Terada. Voilà, il y a deux, trois histoires comme ça qui ont un parti pris graphique relativement intéressant. Ça, c'est peut-être l'histoire la plus cool du recueil, qui s'appelle Ne vivez pas avec des cadavres, les enfants. Sur pareil, une famille dont les parents sont devenus zombies et les enfants n'arrivent pas à se dire que leurs parents sont morts, donc ils continuent à les nourrir. Voilà, ils sont. Et nourrir des parents zombies, je vous laisse imaginer comment ça se fait. Euh, voilà le chien de la famille. C'est sympathique. C'est pas dingo non plus. Il y a rien de dingo hein, dans ce recueil.
Il y a une histoire courte qui est la plus bizarre du recueil, qui est d'un auteur qu'on connaît déjà, les old-timers de la chaîne connaissent déjà. C'est l'auteur de Une brève histoire du robot sapiens dont on avait parlé il y a très longtemps, qui s'appelle Toranosuke Shimada, qui est une brève histoire du robot sapiens. C'est une histoire en 2 tomes de SF que j'ai beaucoup aimé. Je vous renvoie à la vidéo. Et ce Toranosuke Shimada a un style graphique très à part, tout en ligne claire comme ça, presque BD franco-belge, old school, c'est très étrange. Et son histoire est assez mauvaise aussi, on va pas se mentir, mais elle est à part, parce que lui, il est pas du tout dans un truc gore, invasion zombie, machin. On est plus sur un truc métaphorique, assez bizarre, presque un peu dur à analyser. C'est pas très clair ce qui se passe dans la nouvelle. Vous voyez, des pages comme ça, on voit que c'est un truc métaphorique. Euh, c'est intéressant. Disons que dans l'ambiance du recueil, c'est quand même une petite bouffée d'air frais parce qu'elle est très différente des autres. Donc, on prend à ce stade de non-qualité. Il y a une histoire également qui est là de l'auteur Masayam Okazono, dont on a parlé il y a pas longtemps, qui est l'auteur de Inugami, Le réveil du dieu chien, un manga que j'ai plutôt aimé. On a fait une vidéo il y a très peu de temps. Donc il est dans le recueil lui aussi pour une histoire sympathique, on va rester poli, il n'y a rien à en dire, qui joue un peu avec le folklore japonais. Donc c'est une version un peu japonaise, euh, ouais, du mythe du zombie quoi. C'est pas le zombie des films de Romero. Et voilà, globalement, c'est un peu les seules histoires qui méritent d'être racontées. Il y a un petit côté de Junji Ito, en fait, dans l'histoire de Masaya Okazono, qui est plutôt sympathique. Voilà, avec des trucs un peu horrifiques comme ça. Je vous le montre pour les fans de gore. J'aurais peut-être dû faire un trigger warning à cette vidéo, dire qu'il y aurait du gore. C'est trop tard, mais je le fais maintenant. Voilà. Elle est sympa. Celle-là, ouais, elle est sympa aussi. Voilà. Ça fait partie des 2-3 nouvelles qui sont plutôt cool. Celle-là est très mauvaise, mais a un style graphique intéressant. Voilà, vous voyez, c'est un peu le bordel. Style graphique très sauvage, avec des traits dans tous les sens. Graphiquement, c'est intéressant. Je vais essayer de pas trop montrer parce qu'elle est très ordurière aussi, avec beaucoup de situations sexuelles. Mais l'histoire est nulle à chier. C'est vraiment très mauvais. Hop, qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, hop là, surtout pas cette page. Voilà, on a cette histoire-là qui est extrêmement mauvaise également, mais pareil, avec un style graphique très manga indépendant, qui est plutôt intéressant aussi. Euh, Intéressant, je sais même pas si c'est intéressant, mais disons ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont été choisir voilà, des trucs pas trop évidents graphiquement, assez adultes. Même la dernière qui est faite par un graphiste, si je dis pas de bêtises. Vous voyez qu'il y a un petit côté de Tsutomu Niei dans la dernière, il y a même un gros côté de Tsutomu Niei, même dans le design des personnages, là vous le voyez. Celle-là et les deux, je vais vous donner le nom. C'est la toute dernière, L'organogel sème la terreur de Atsushi Fukao. Je connais pas du tout. J'avais regardé tous les noms là avant de commencer la vidéo. La plupart, ceux que je connais pas, la plupart, ils ont vraiment fait peu de choses quand même. Il n'y a pas vraiment de grands noms. Je vous dis, les grands noms, ils sont juste là le temps d'une illustration pleine page, qui est juste là pour meubler et pour donner des noms un peu sexy sur la couverture, quoi. Et à la fin, il y a un petit texte de la responsable d'un vidéoclub japonais, pourquoi pas, sur le thème du zombie. C'est presque le truc le plus intéressant. Après, bon, c'est intéressant oui et non, hein, parce qu'elle enfonce des portes ouvertes, mais elle retrace un peu une anthologie de la tradition du zombie, notamment au cinéma. Elle s'appelle Miwa Ito, vous le voyez là. Et c'est la directrice d'une librairie spécialisée dans l'univers zombie. C'est très spécialisé comme librairie. C'est pas un vidéoclub donc. Mais voilà, donc Manga of the Dead, très dispensable. Très dispensable de manière générale parce que déjà, moi je suis je sais pas pour vous, mais je suis très lassé du thème du zombie. Et là, il est sorti en 2012, Manga of the Dead, en France, aux éditions Tonkam, vous voyez ça. Je suis très lassé de ce thème-là. Je trouve que c'est un thème ultra rebattu. On en a déjà parlé plein de fois, mais j'adore les monstres, j'adore les récits fantastiques, j'adore les récits horrifiques, et j'adore quand il y a des créatures non humaines. Et je trouve, j'ai toujours eu, c'est même pas un truc d'overdose, c'est même au départ, dès mes premiers films de zombies, j'ai toujours trouvé que le zombie c'était un des monstres les moins intéressants du monde, quoi. Parce qu'en fait, moi qui aime les monstres, j'aime quand ils sont pas humains, justement. Quand il y a un design très bizarre, quand ils ont des comportements pas humains. Et en fait, le zombie, ben, c'est des humains, de fait, qui sont juste complètement cons et qui avancent à 2 à l'heure et qui sont en train de se décomposer. Donc il y a un truc horrifique et je peux comprendre que le côté horrifique puisse intéresser.
Je ne vous juge pas si vous aimez les zombies, mais moi, il me manque un côté monstrueux et j'ai toujours interprété les récits de zombies comme une excuse pour faire des récits de massacre, en fait, des récits où des gens peuvent en tuer d'autres en masse, avec l'excuse de c'est pas des humains, on a le droit de les tuer, quoi. Et c'est intéressant, à la rigueur, comme approche du truc, pourquoi pas. Pour montrer, d'ailleurs, c'est ce que font souvent les récits de zombies, montrer qu'en fait, le véritable monstre, c'est l'être humain, c'est pas les zombies, blablabla. Je vous renvoie au film de Romero, comme d'habitude. Dès qu'on parle de zombies, on parle des films de Romero. Et à la série Walking Dead, évidemment. Voilà, c'est devenu les immanquables dès qu'on parle de zombies. Si vous n'avez pas vu les films de Romero, ben, voyez-les, surtout le deuxième qui s'appelle Zombie tout court, en français en tout cas, qui se passe dans un centre commercial et qui est vraiment devenu comment dire, le maître étalon des œuvres de zombies, quoi. Quand une œuvre de zombie sort, on la compare quasiment toujours à Zombie de Romero. C'est un film des années 70, je crois. J'aurais dû regarder la date, mais je crois que c'est fin 70, début 80, quelque chose comme ça. C'est cool, il a plutôt bien vieilli. Voilà. Après, ça reste des zombies. Moi, je reste très mitigé sur les zombies. J'aurais préféré que ce soit des monstres un peu plus imaginatifs. Mais voilà. Mais c'est un récit, oui, qui est devenu très balisé et qui est par nature devenu un récit un peu métaphorique sur la nature humaine. Tout ça, c'est tout le temps ça. Et c'est aussi ça, je pense, qui fait que je me suis lassé des zombies. En plus, il y a eu vraiment une très grosse vague dans les années 2010 où on ne pouvait pas faire trois pas sans tomber sur un film de zombies, une nouvelle série de télé, un comics, que sais-je. C'est c'est toujours traité de la même manière. C'est toujours une métaphore pour nous dire que c'est l'être humain qui est mauvais, tout ça. Et on peut même étendre à des trucs comme Last of Us, les trucs de contagion. Ouais, c'est tout le temps le même récit en réalité. Alors il y en a des biens dans le lot. J'aime beaucoup Last of Us, voilà. Mais c'est quand même toujours le même récit. Et là, dans Manga of the Dead, il y a zéro truc qui est réinventé. Qui plus est, c'est, comme je disais au début, une anthologie, ce qui est toujours un exercice un peu compliqué, parce que c'est forcément inégal par nature, on va avoir plusieurs auteurs, le lecteur va pas être sensible aux mêmes choses, un même lecteur, enfin, différents lecteurs ne vont pas aimer les mêmes nouvelles dans l'anthologie, donc ce qui fait que c'est très compliqué d'avoir une unanimité, très compliqué d'aimer l'intégralité d'une anthologie, et c'est en plus des œuvres un peu bizarres où on se demande parfois qui les lit. Alors visiblement moi, j'ai trouvé ce manga d'occasion vraiment pas cher. Alors j'ai regardé après que sur internet il tapait dans des prix incroyables. J'espère que personne l'achète à ce prix-là, mais je crois que sur Amazon il est genre à 400 €. Enfin ça n'a aucun sens. Ça ne les vaut vraiment pas, mais ça vaut même pas vraiment le prix d'origine en fait, hein. N'achetez pas ça, enfin surtout pas 400 €. Moi je l'ai trouvé 5 € là dans un bac d'occasion, c'était très bien. Mais mais ouais, non, non, je pense que c'est juste qu'il n'a pas été réédité, que c'est une rareté. Et le marché du manga d'occasion est en train de devenir n'importe quoi depuis un moment. Et dès que quelque chose est plus édité, ça devient complètement délirant les prix. Mais je m'égare. Je disais sur les anthologies, ouais, c'est un exercice compliqué, que ce soit éditorialement ou pour les auteurs. C'est parfois un truc un peu, on se demande pourquoi sortir ça. Moi, j'ai participé à beaucoup d'anthologies en tant qu'auteur. Je vais vous en montrer quelques-unes. C'est souvent, en fait, pour les auteurs, c'est souvent une carte de visite. En fait, ça permet de se faire connaître à un nouveau public, qui même restreint, mais qui va être un public de gens qui n'achètent pas forcément nos livres, mais qui vont acheter cette anthologie soit parce qu'ils suivent un éditeur, c'est le cas pour les petits éditeurs par exemple. Les petits éditeurs comptent beaucoup sur les anthologies parce que ça leur ramène des nouveaux lecteurs. En gros, chaque auteur de l'anthologie va ramener ses deux trois lecteurs à lui, quoi. Et donc ça permet un peu de mélanger les communautés, si je puis dire. Ça permet aussi de rencontrer des gens, de rencontrer d'autres auteurs, de rencontrer un nouvel éditeur sur un projet pas trop prenant. C'est-à-dire que le projet d'un roman, c'est un truc qui va vous demander beaucoup de travail et qui va être très important pour vous. Vous allez être pointilleux surtout. Sur une nouvelle dans une anthologie, bon, vous savez très bien que vous déciderez pas de la couverture, que vous aurez pas trop voix au chapitre et que c'est déjà bien d'être dans le recueil, quoi, d'être dans l'anthologie. Donc en fait, c'est un truc plus détendu qui permet, ouais, de faire connaissance avec un éditeur avant de peut-être aller plus loin avec lui, de faire connaissance avec les autres auteurs de l'anthologie aussi, dans le lot desquels il y a souvent des débutants, dont j'ai fait partie aussi, hein. Il y a certaines anthologies, celle tout à droite, là, La Cour des Miracles. Quand j'y ai participé, j'avais très très peu publié, hein. J'avais publié un roman, je crois, peut-être deux. Non, un seul à ce moment-là. Et non, deux, pardon. J'oublie toujours mon premier roman. Mais ouais, j'étais débutant. Les autres, j'étais beaucoup plus auteur confirmé. Mais oui, c'est un exercice qu'on fait pas.
on ne participe pas à une anthologie en tant qu'auteur pour être lu, en réalité, pour avoir un public. On participe plutôt, c'est plus un truc de coulisses, les anthologies. On participe pour rencontrer des auteurs, pour rencontrer des éditeurs, pour faire de l'expérience aussi quand vous êtes débutant. Je sais qu'on en a parlé plusieurs fois dans les vidéos un peu récentes. Je sais qu'il y a plusieurs auteurs parmi vous, plusieurs écrivains qui aimeraient développer ça. J'imagine que vous êtes plutôt au début de votre parcours. Je dis ça sans aucun mépris, hein, mais et je conseille souvent aux auteurs débutants de participer à des anthologies, d'envoyer. Vous tapez sur internet appel à texte et vous regardez, il y a toujours plein de petits éditeurs. Alors, c'est des tout petits éditeurs hein, en général, mais qui cherchent des nouvelles pour une anthologie. Ils sortent une anthologie par an pour se faire un peu connaître, pour vendre sur les salons, des choses comme ça. Et en fait, c'est un bon exercice pour un auteur débutant parce que vous allez quand même avoir un éditeur. Il y a quelqu'un qui va vous aider à corriger votre nouvelle, qui va vous donner un avis, même si vous n'êtes pas pris, même si le texte que vous envoyez n'est pas retenu pour l'anthologie. Souvent, vous avez des retours sur les anthologies. Beaucoup plus qu'avec les éditeurs sur les romans, où en fait, les gros éditeurs qui reçoivent des romans, ils en reçoivent 15 par jour. Et évidemment, ils n'ont pas le temps de faire des vrais retours à tout le monde. Si le roman ne les intéresse pas, au mieux, ils envoient une petite lettre pour dire on est désolé, mais ça ne va pas le faire avec nous. Mais là, sur un projet d'anthologie, très souvent, vous avez des retours. Donc, c'est intéressant. Ça vous permet parfois de participer à 2-3 salons pour aller dédicacer un peu, pour rencontrer les autres auteurs, rencontrer les autres éditeurs aussi, pas que celui de l'anthologie, mais les stands à côté, de faire un petit tour, de mettre un pied dans le milieu. Donc, moi, je trouve ça intéressant, surtout pour les débutants. C'est vraiment une manière de s'exercer, de tester des choses aussi, parce que le format de la nouvelle, c'est un format qui est court, qui ne demande pas trop de travail. Enfin, ça demande du travail quand même, il faut le faire sérieusement. Mais je veux dire, c'est pas des mois et des mois de travail. Ça va vous prendre quelques jours, une semaine. Donc c'est plus détendu pour expérimenter des choses, pour faire des choses dont vous n'êtes pas sûr, que ce soit sur la forme, sur le fond. Sortir de votre zone de confort créative, c'est un bon moyen, la nouvelle, pour ça, pour voir ce qui vous plaît ou pas. Quand on débute dans l'écriture, on ne sait pas forcément en fait ce qu'on a envie de faire. On sait qu'on a envie d'écrire, on se dit j'aime tel type de récit, c'est ça que j'ai envie de faire. Et puis peut-être qu'en pratiquant, on se rend compte que finalement, on pensait qu'on avait envie de faire des livres d'horreur, et en fait, finalement, on prend plus de plaisir à faire des chroniques sentimentales. Je dis n'importe quoi, mais ça demande de l'expérience en fait, ça demande d'essayer. Et la nouvelle est un bon moyen d'essayer des choses. Donc je recommande aux jeunes auteurs de participer. Et je pense que c'est à ça que servent les anthologies, beaucoup plus qu'aux lecteurs. Les lecteurs, il y a des lecteurs qui lisent des anthologies, mais je le sais d'expérience, il y a beaucoup, beaucoup moins de retours, de critiques, de choses comme ça, sur Internet notamment, sur un recueil, sur une anthologie, que sur un roman, même publié chez un petit éditeur. La plus grosse anthologie sur laquelle j'ai été, c'est celle-là là, qui est tout à gauche, qui est sortie cette année, en tout début d'année, en janvier, Le jour où j'ai osé, qui est sorti chez Gallimard. Moi, j'ai publié un de mes romans, Les Derniers des Branleurs, un de mes gros succès, qui était sorti chez Actes Sud, et la version poche, par la suite, a été achetée par Gallimard, qui l'a sorti dans sa collection Scripto. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé dans ce recueil qui fêtait les 20 ans de Scripto, si je dis pas de bêtises, oui, c'est ça, les 20 ans. Et il y a que des grands noms de la littérature adolescente, donc il est un peu prestigieux le recueil, et c'était vraiment cool d'être dedans. Donc, et ce recueil-là est vraiment chouette en plus. En vrai, si vous avez envie de découvrir un petit peu la littérature adolescente moderne en France, je vous le conseille. Il y a vraiment des nouvelles ultra chouettes. Il y a que 8 nouvelles en plus, c'est pas trop long. Donc elles sont toutes de bonne qualité. Je les aime pas toutes au même point, mais elles sont toutes bien. Il y en a aucune qui fait tâche. Et c'est toutes et tous. Je dis toutes et tous parce que c'est quasiment que des femmes en fait, les auteurs. On n'est que deux hommes dans le sommaire. Et ouais, c'est toutes des autrices et un auteur, très de grande qualité, quoi. Donc, si vous avez envie de découvrir un peu ce qu'on appelle le young adulte réaliste, en l'occurrence, là, on n'est pas sur de la fantasy, c'est vraiment du réaliste. Les 8 nouvelles sont réalistes et sur des sujets assez graves, en fait, pour certaines. Il y en a des assez plombantes, hein, je préviens. Mais elles sont vraiment très très bien. Je vous conseille cet anto que vous pouvez trouver. Les autres, là, c'est des antos plus confidentiels, et encore. Mais la Cour des Miracles, j'en ai parlé, qui est sortie il y a vraiment longtemps, qui pour le coup est très inégale, on va pas se mentir, très amatrice. Nouvelle de la Zone 52, qui est aussi une anthologie d'un petit éditeur, qui est l'éditeur Zone 52, qui fait notamment une collection de livres gore, qui s'appelle Carnage, avec un K.
Et cette anthologie est aussi donc ces petits éditeurs, beaucoup d'auteurs dedans. Elle est très longue, je crois qu'il y a plus d'une vingtaine de nouvelles et beaucoup d'auteurs dont c'était le premier texte en fait. Donc beaucoup d'auteurs débutants et étonnamment, elle est assez bien. En fait, la qualité est relativement égale. Alors pareil, il y a des textes que j'ai plus ou moins aimés, mais elle est pas dégueu quoi comme anthologie. C'était vraiment une très bonne surprise. Le côté amateur me faisait penser que ça allait peut-être être pas ouf. Et en fait, non, vraiment, elle est chouette. Et derrière, on a l'anthologie Nature avec une couverture du dessinateur de la BD Torgal, qui était l'anthologie officielle du Salon des Imaginales en 2019. Salon des Imaginales qui est le plus gros salon en France de littérature imaginaire, où je faisais partie des invités, donc j'avais été invité à participer à ce recueil, qui est plutôt sympa. Voilà. C'est pas incroyable, mais c'est plutôt sympa. Et c'était très chouette d'être dedans, parce que le Salon des Imaginales représente vraiment un truc pour les auteurs d'imaginaire. C'est quand vous êtes invité aux Imaginales, vous savez que vous êtes un peu adoubé par le milieu. Donc j'étais très content d'y être et d'être dans ce recueil-là. Il n'a pas fait grand bruit, mais pareil, c'est un peu une carte de visite, comme je disais. C'est un truc que les gens achètent. En fait, c'est un recueil qui ne se vend, c'est une anthologie qui ne se vend que sur le salon. Quasiment. Enfin, non, vous pouvez la trouver en magasin, mais je veux dire, les 99% des ventes doivent se faire le week-end du salon, où les gens l'achètent un peu en souvenir du salon, justement, cette anthologie. Donc là, pour le coup, il y a eu quelques retours parce que les visiteurs du salon en parlaient. Et la communauté des lecteurs d'imaginaire est un peu active sur Internet. C'est une communauté qui aime bien aller fouiller, aller lire les textes un peu perdus des auteurs. Donc il y a un peu plus de retours. Donc vraiment, ce Manga of the Dead, dont vraiment j'ai rien à dire de très intéressant, le manga en lui-même, l'anthologie, a très peu d'intérêt, me servait juste de prétexte à parler du concept d'anthologie, à parler de à quoi ça sert selon moi, à vous donner, à ceux d'entre vous qui avaient envie de vous lancer dans l'édition, enfin dans l'écriture, dans l'édition, de vous donner ouais, le conseil d'en faire si vous débutez. C'est un très bon moyen de se mettre le pied à l'étrier à moindre frais, on va dire. Quand je dis moindre frais, c'est pas tant économique qu'en termes d'effort, à moindre effort. L'expression existe, je crois. Et de parler un peu de j'en ai marre des zombies de manière globale, c'est vraiment un thème qui m'intéresse pas. J'ai un peu le même truc avec les vampires aussi. C'est vraiment des monstres qu'on a beaucoup trop vus et qui sont trop proches de l'humain, quoi. À la rigueur, je préfère quand même le vampire. Je préfère largement le vampire, même, il y a pas de doute. Le zombie, j'en peux plus. Je trouve ça ultra limité comme thème et tout le monde le fait de la même manière. Bref, je vais pas me répéter. C'était une vidéo qui valait ce qu'elle valait. C'est-à-dire peut-être pas grand-chose, mais je vous remercie de l'avoir regardé. On se retrouve très bientôt. On va se faire un Insomniac Club là cette semaine. Et puis le lundi prochain pour un autre manga. J'ignore totalement lequel, mais on verra bien. Je vous dis merci, je vous dis à très bientôt et je vous dis bonne semaine pour ce qu'il en reste. Ciao, prenez soin de vous.